Chapitre 3. Le pacte. L'origine de l'art demeurera sans doute toujours dissimulée dans les brumes du mystère. Assurément, la famille royale y a une grande prédisposition. Pourtant, il n'est pas limité à la seule maison du roi. Il semble y avoir une part de vérité dans le dicton populaire. Quand le sang de la mer coule avec le sang des plaines, l'art fleurit. Il est intéressant de noter que les Outriliens paraissaient dépourvus du moindre don pour l'art, de même que les purs descendants des habitants originaux des six duchés. Est-il dans la nature du monde que toute chose aspire à un rythme, et dans ce rythme, à une sorte de paix? C'est en tout cas ce qu'il m'a toujours semblé. Tous les événements, aussi cataclysmiques ou bizarres soient-ils, se diluent au bout de quelques instants dans les habitudes de la vie quotidienne. Les hommes qui arpentent un champ de bataille à la recherche de survivants s'arrêtent pour tousser, pour se moucher, pour regarder le lever d'un vol d'oies sauvages. J'ai vu des fermiers imperturbables labourer et semer pendant que des armées s'entrechoquaient à quelques milles de là. Il en fut de même pour moi. Je ne puis que m'écouter en repensant à cette période de ma vie, arraché à ma mère, précipité dans une ville inconnue, sous un ciel nouveau, abandonné par mon père à la garde de son serviteur, et enfin dépouillé de mon ami Chiot. Je me levai pourtant un beau matin et repris mon existence de petit garçon, c'est-à-dire que je sortais du lit lorsque Buriche me réveillait, et je l'accompagnais aux cuisines, où je déjeunais à ses côtés. Ensuite, je le suivais comme son ombre. Il était bien rare qu'il me laisse m'éloigner hors de sa vue. Toujours sur ses talons, je le regardais travailler et, au bout d'un certain temps, je l'aidais de diverses petites façons. Le soir, nous mangions côte à côte sur un banc, et il surveillait mes manières d'un œil acéré. Puis, nous montions dans sa chambre, où je passais le reste de la soirée, tantôt à contempler le feu pendant qu'il buvait, tantôt à contempler le feu en attendant qu'il rentre. Tout en buvant, il travaillait, soit qu'il répare ou fabrique un harnais, soit qu'il compose un onguent ou clarifie un remède pour un cheval. Il travaillait et moi, j'apprenais en l'observant, même si, autant qu'il m'en souvienne, nous n'échangions que peu de paroles. Il est curieux de songer que 2 années et une bonne partie d'une troisième passèrent ainsi. J'appris aussi à faire comme Molly, à voler des moments de liberté lorsque Buriche était appelé au loin pour une chasse ou pour assister une jument qui mettait bas. En de très rares occasions, je m'enhardissais à m'éclipser quand il avait bu, plus qu'il ne le supportait. Mais c'était là des sorties périlleuses. Libre, je me mettais vivement en quête de mes jeunes compagnons de la ville et j'irais avec eux tant que mon audace m'y autorisait. Fouineau me manquait de façon aussi lancinante qu'un membre dont Buriche m'aurait amputé. Mais nous n'en parlions jamais, ni l'un ni l'autre. Je pense, rétrospectivement, qu'il était aussi seul que moi. Chevalerie ne lui avait pas permis de le suivre en exil, et il se retrouvait avec la garde d'un bâtard sans nom qui avait, pour couronner le tout, un don pour ce qu'il considérait comme une perversion. Et une fois que sa jambe eut guéri, il comprit que plus jamais il ne monterait à cheval. Jamais plus il ne chasserait ni même ne marcherait comme avant. Pour un homme comme Buriche, cette avalanche de coups du sort devait être très dure à vivre. Il ne s'en plaignait jamais, devant personne, que je sache. Mais encore une fois, rétrospectivement, je ne vois pas à qui il aurait pu s'en ouvrir. Nous étions tous deux enfermés dans notre solitude personnelle, et, assis face à face chaque soir, chacun de nous avait devant soi le responsable de sa situation. Cependant, tout finit par passer, le temps surtout, et les mois s'écoulant, puis les années, j'en vins lentement à trouver une place dans l'existence. Je secondais Buriche, j'allais chercher le matériel dont il avait besoin, avant qu'il l'eût demandé. Je nettoyais derrière lui, après ses soins aux animaux. Je veillais à ce que les faucons eussent toujours de l'eau claire,
et j'ôtais les tiques des chiens de retour de la chasse. Les gens s'habituèrent à ma présence et cessèrent de me dévisager. Certains même semblaient ne pas me voir du tout. Peu à peu, Buriche relâcha sa vigilance. Je pus aller et venir plus librement, mais je continuais à prendre garde qu'il ne sût rien de mes virées en ville. Il y avait d'autres enfants dans la forteresse, et beaucoup de mon âge. Certains m'étaient apparentés, cousins au 2e ou au 3e degré. Pourtant, je ne me liais jamais vraiment à aucun. Les plus jeunes restaient auprès de leur mère ou de leur tuteur. Les plus grands s'occupaient de leurs diverses tâches et corvées. La plupart n'étaient pas méchants envers moi, simplement j'étais extérieur à leur cercle. Ainsi, bien que je puisse rester des mois sans voir dire Kerry ou Molly, ils demeuraient mes amis les plus proches. Lors de mes explorations de la forteresse et des soirées d'hiver où tout le monde se rassemblait dans la grande salle pour écouter les ménestrels, assister au spectacle de marionnettes ou jouer à des jeux d'intérieur, j'appris rapidement à savoir où j'étais le bienvenu et où je ne l'étais pas. J'évitais la reine, car chaque fois qu'elle m'apercevait, elle trouvait à redire à mon attitude, et le blâme en retombait sur Buriche. Royal aussi était source de danger. Il avait presque sa taille d'homme, mais n'éprouvait nul scrupule à m'écarter brutalement de son chemin ou à piétiner l'air de rien ce à quoi j'étais en train de jouer. Il faisait preuve d'un esprit mesquin et rancunier que je n'avais jamais observé chez Vérité. Ce n'est pas pour autant que Vérité s'occupait de moi d'ailleurs, mais nos rencontres fortuites n'étaient jamais déplaisantes. S'il me remarquait, il m'ébouriffait les cheveux ou m'offrait un sou. Un jour, un serviteur apporta chez Buriche quelques jouets en bois, des soldats, des chevaux et une carriole à la peinture fort abîmée, accompagnée d'un message de Vérité disant qu'il les avait trouvés dans un coin de son coffre à vêtements et que j'en tirerais peut-être plaisir. À ma connaissance, je n'ai jamais accordé autant de prix à aucune autre possession. Avec Cobb, les écuries constituaient une autre zone dangereuse. Lorsque Buriche était dans les parages, Cobb me parlait et me traitait correctement, mais le reste du temps, je lui étais visiblement antipathique. Il me fit comprendre que je n'avais pas à traîner dans ses jambes quand il travaillait. Je finis par découvrir qu'il était jaloux de moi. Il avait l'impression que ma garde avait remplacé l'intérêt que Buriche lui portait autrefois. Il ne se montrait jamais ouvertement cruel. Il ne me frappait jamais, ni me réprimandait gratuitement. Mais je percevais son aversion, et je l'évitais. En revanche, tous les hommes d'armes manifestaient une grande tolérance à mon égard. Après les gosses des rues de Bourg de Castelcerf, c'était sans doute ceux qui se rapprochaient le plus d'amis. Mais aussi tolérants que soient des soldats envers un enfant de 9 ou 10 ans, ils n'ont tout de même pas grand-chose en commun avec lui. Je les regardais jouer aux osselets et j'écoutais leur histoire, mais pour chaque heure passée en leur compagnie, des journées s'écoulaient sans que je les voie. Et bien que Buriche ne m'interdit jamais la salle des gardes, il voyait évidemment d'un mauvais œil les séjours que j'y faisais. J'étais donc membre de la communauté de la forteresse, tout en ne l'étant pas. Je fuyais les uns, j'observais les autres, et j'obéissais à certains. Mais je me sentais de lien avec personne. Un matin, j'allais sur mes 10 ans, je jouais sous les tables de la grande salle, à me rouler par terre avec des chiots et à les taquiner. Il était très tôt. Une fête avait été donnée la veille, et le banquet avait duré toute la journée et une bonne partie de la nuit. Buriche s'était enivré abominablement. Presque tout le monde, noble comme serviteur, était encore au lit, et ce matin-là, les cuisines n'avaient pas rapporté grand-chose à mes errances affamées. Mais sur les tables de la grande salle trônaient des trésors, pâtisseries entamées et plats de viande. J'avais aussi découvert des coupes pleines de pommes et des tranches de fromage. Bref, un rêve de pillage pour un petit garçon. Les grands chiens s'étaient déjà emparés des meilleurs os et retirés dans les coins de la pièce, en laissant les menus morceaux aux chiots. Je m'étais attribué un gros pâté en croûte, et je le partageais sous la table avec mes chiots préférés. Depuis Fouineau,
J'avais pris garde que Burrich ne me voie jamais en trop grande affinité avec aucun d'entre eux. Je ne comprenais toujours pas pourquoi il s'opposait à mon intimité avec un chien, mais je ne tenais pas à risquer la vie d'un chiot pour en débattre avec lui. 3 bébés chiens et moi-même étions donc en train de manger chacun notre tour, quand j'entendis des pas lents faire bruisser les rosseaux qui jonchaient le sol. 2 hommes discutaient à voix basse. Je les pris pour des employés de cuisine, venus débarrasser, et je sortis de sous la table afin de récupérer encore quelques reliefs de choix avant le départ. Ce ne fut pas un serviteur qui sursauta devant ma soudaine apparition, mais le vieux roi, mon grand-père lui-même. À côté de lui, un peu en retrait, se trouvait Royal. Son regard larmoyant et son pourpoint froissé attestaient de sa participation à la bacchanale de la veille. Le nouveau bouffon du roi, fraîchement acquis, trottinait derrière eux, avec ses pâles yeux globuleux et son visage crayeux. C'était une créature si étrange, avec son teint de papier mâché et sa livrée noire et blanc, que j'osais à peine regarder. Contrastant avec eux, le roi subtil avait l'œil clair, la barbe et les cheveux peignés de frais, et les habits immaculés. Un instant, il eut l'air surpris, puis il observa. « Tu vois, Royal, c'est ce que je te disais. Une occasion se présente, et quelqu'un la saisit. Quelqu'un de jeune, en général, ou quelqu'un qu'animent les énergies et les appétits de la jeunesse. La royauté ne peut pas se permettre de laisser passer ces occasions-là, ni de les abandonner à d'autres. » Le roi continua son chemin, tout en poursuivant sur le sujet, tandis que les yeux injectés de sang de Royal me transperçaient d'un regard sinistre. D'un geste méprisant de la main, il me fit signe de disparaître. J'accusai réception du message d'un bref hochement de tête, mais fonçai d'abord vers la table. Je fourrai 2 pommes sous mon juste-au-corps et m'emparai d'une tarte groseille à peine entamée, lorsque le roi fit soudain demi-tour et me montra du doigt. Le bouffon l'imita. Je me pétrifiai. « Regarde-le !» ordonna le vieux roi. Royal me dévisagea d'un œil noir, mais je n'osais pas bouger. « Que vas-tu faire de lui ?» Royal eut l'air perplexe. « De lui ? C'est le Fitz, le bâtard de chevalerie. Encore à voler, à espionner le monde, comme d'habitude. »« Fou !» Le roi subtil sourit, mais ses yeux restèrent durs. Le fou, croyant qu'on l'appelait, eut un sourire suave. « As-tu de la cire dans les oreilles ? N'entends-tu rien de ce que je dis ? Je ne t'ai pas demandé que penses-tu de lui, mais que vas-tu faire de lui ? Le voici devant toi, jeune, fort et plein de ressources. Son ascendance est aussi royale que la tienne, bien qu'il soit né du mauvais côté des draps. Alors, que vas-tu faire de lui ? Un instrument ? Une arme ? Un camarade ? Un adversaire ? Ou bien comptes-tu t'en désintéresser et le laisser traîner au risque que quelqu'un s'en empare et s'en serve contre toi ? Royal me jeta un coup d'œil louche, puis porta son regard derrière moi, et enfin, ne trouvant personne d'autre dans la salle, revint à moi, l'air un peu égaré. À mes pieds, un chiot gémit pour me rappeler le repas que nous partagions. Je lui fis signe de se taire. « Le bâtard ? Mais ce n'est qu'un gosse !» Le vieux roi soupira. « Aujourd'hui, oui. Ce matin, en ce moment, c'est un gosse. Mais à peine auras-tu tourné le dos qu'il sera devenu adolescent, ou pire, adulte. Et alors, il sera trop tard pour en faire quoi que ce soit. Par contre, prends-le aujourd'hui, Royal. Façonne-le. Et d'ici 10 ans, tu commanderas sa loyauté. Au lieu d'un bâtard insatisfait qui ne demandera
Qu'elle s'est persuadée de prétendre au pouvoir. Tu auras un homme de confiance, uni à la famille, par l'esprit autant que par le sang. Un bâtard royal. C'est une créature unique. Passe-lui une chevalière au doigt, envoie-le en mission, et tu as un diplomate qu'aucun souverain étranger n'osera refuser. On peut le mandater là, où on ne peut risquer un prince du sang. Imagine tous les usages d'un homme qui est de la lignée royale et qui, en même temps, n'en est pas. Échange d'otages, alliance maritale, mission discrète, diplomatie du poignard, etc., etc. Aux dernières paroles du roi, Royal écarquilla les yeux. Il y eut un silence durant lequel chacun demeura muet en dévisageant les autres. Quand Royal répondit, on eût dit qu'il avait un bout de pain sec coincé dans la gorge. Vous parlez de ces choses devant lui? De l'utiliser comme un instrument, comme une arme. Vous croyez qu'il n'en s'en souviendra pas une fois adulte? Le roi subtil éclata de rire, et son rire se répercuta sur les murs de pierre de la grande salle. Bien sûr que si, j'y compte bien. Regarde ses yeux royaux. On lit l'intelligence et peut-être un art potentiel. Il faudrait que je sois idiot pour lui mentir, et encore plus pour entamer sa formation et son éducation sans rien lui expliquer. Car cela laisserait son esprit libre, ouvert aux graines que d'autres pourraient vouloir y semer. N'est-ce pas, mon garçon? Il me dévisageait sans ciller, et je pris soudain conscience que je lui rendais son regard. Durant tout son discours, nos yeux ne s'étaient pas quittés, chacun déchiffrant l'autre. Dans ceux de l'homme qui était mon grand-père, il y avait de l'honnêteté, une honnêteté abrupte, sèche. Elle n'avait rien de rassurant, mais je savais que je la trouverais toujours là. J'acquiesçai lentement. Viens ici. Je m'avançai avec circonspection. Une fois que je fus devant lui, il tomba sur un genou pour se mettre à ma hauteur. Le fou s'agenouilla solennellement à côté de nous et nous regarda tour à tour d'un air grave. Royal embrassait la scène d'un œil furibond. À l'époque, je ne me rendis pas compte de l'ironie de la situation. Le roi à genoux devant son bâtard de petit-fils. Je gardai donc une attitude digne lorsqu'il me prit la tarte des mains et la jeta au jeune chien qui m'avait suivi. Il tira une épingle des replis de soie de son col et, d'un geste auguste, la piqua dans l'humble laine de ma chemise. « À présent, tu m'appartiens, dit-il, rendant ainsi sa prétention sur ma personne plus importante que tous les liens du sang qui nous unissaient. Dorénavant, tu ne seras plus obligé de manger les restes de personne. Je m'occuperai de toi, et je m'en occuperai bien. Si un homme ou une femme cherche à te retourner contre moi en t'offrant plus que je ne te donne, viens me voir, expose-moi l'offre, et je la surpasserai. Jamais tu ne trouveras en moi un ladre, et jamais tu ne pourras alléguer de ma part un mauvais emploi de tes talents, comme prétexte à me trahir. Me crois-tu, mon enfant? Je hochai la tête, à la manière muette qui était encore la mienne. Mais ses yeux bruns qui ne sciaient pas exigeaient davantage. Oui, sire. Bien. Je vais donner quelques ordres te concernant. Veille à t'y conformer. Si l'un ou l'autre te paraît étrange, parle-en à Buriche, ou à moi. Tu n'auras qu'à te présenter à ma porte et à montrer cette épingle. On te laissera entrer. Je jetai un coup d'œil à la pierre rouge qui étincelait dans le nid d'argent, et je parvins à répéter. Oui, sire. Ah, dit-il à mi-voix. Je sentis une ombre de regret dans sa voix et m'en demandai la raison. Il me libéra de l'emprise de son regard, et je repris soudain conscience de ce qui m'entourait,
des chiots, de la grande salle, de Royal qui me considérait avec une répulsion nouvelle, et du fou qui hochait la tête avec enthousiasme, malgré son expression toujours vide. Le roi se releva. Lorsqu'il me tourna le dos, le froid m'envahit comme si je venais de me dépouiller d'un manteau. C'était ma première expérience de l'art manié par un maître. « Ça ne te plaît pas, n'est-ce pas, Royal ?» fit le roi sur un ton de la conversation. Mon roi agit comme il entend. Il était maussade. Le roi subtil soupira. « Ce n'est pas ce que je te demandais. Ma mère, la reine, ne vous approuvera sûrement pas. En choyant ce gamin, vous allez donner l'impression que vous le reconnaissez. Ça va lui donner des idées, ainsi qu'à d'autres. » Peu. Le roi gloussa comme s'il était amusé. Royal monta aussitôt sur ses grands chevaux. « Ma mère, la reine, ne sera pas d'accord avec vous, et elle sera mécontente. Ma mère n'est plus d'accord avec moi, et elle est chroniquement mécontente depuis quelques années déjà. Je m'y fais plus attention, Royal. Elle va brasser de l'air, criailler encore une fois qu'elle fera mieux de retourner à Bauge pour y être duchesse, et toi, duc, à sa succession. Et si elle est très en colère, elle brandira la menace que, dans ce cas, Labour et Bauge se révolteront et s'instaureront en un royaume autonome dont elle sera la reine. Et moi le roi à sa suite, ajouta Royal d'un air de défi. Subtil hocha la tête. Oui, je pensais bien qu'elle avait semé les graines corruptrices de la trahison dans ton esprit. Écoute-moi, mon garçon. Elle peut gronder tant qu'elle veut, jeter la vaisselle à la tête des serviteurs. Ça n'ira jamais plus loin, parce qu'elle sait qu'il vaut mieux être reine d'un royaume en paix que duchesse d'un duché en rébellion. Par ailleurs, Bauge n'a aucune raison de se dresser contre moi, sauf celle que ta mère invente dans sa tête. Ses ambitions ont toujours excédé ses capacités. Il s'interrompit et regarda Royal dans les yeux. En matière de royauté, c'est une faiblesse des plus déplorables. Je perçus le raz-de-marée de fureur que Royal réprima, les yeux baissés au sol. « Allons, viens, » dit le roi, et Royal trotta derrière lui, obéissant comme un chien. Mais le dernier coup d'œil qu'il me jeta était venimeux. Sans bouger, je regardai le roi quitter la salle. Un sentiment de perte se répercuta en moi. Curieux homme! Tout bâtard que je fusse, il aurait pu se déclarer mon grand-père et obtenir gratuitement ce que, pourtant, il avait décidé d'acheter. À la porte, le fou au teint blême s'arrêta. L'espace d'un instant, il me dévisagea, puis il fit un geste incompréhensible de ses longues et maigres mains. Insulte ou bénédiction? Ou peut-être seulement le volettement des mains d'un fou? Il sourit, me tira la langue, puis se hâta de rattraper le roi. Malgré les promesses du roi, je bourrai le devant de mon juste-au-corps de gâteau. Les chiots et moi, nous les partageâmes à l'ombre derrière les écuries. Ce fut pour nous tous un petit déjeuner plus copieux que d'habitude, et, par la suite, mon estomac émit des murmures mécontents pendant plusieurs heures. Les chiots se roulèrent en boule et s'endormirent, mais pour ma part, mon cœur balançait entre l'angoisse et le plaisir par anticipation. J'en étais presque à souhaiter que rien ne se passe, que le roi oublie ce qu'il m'avait dit. Mais ce ne fut pas le cas. Tard dans la soirée, je finis par gravir l'escalier de Burisch et pénétrer dans sa chambre. J'avais passé la journée à me demander quelles conséquences les paroles prononcées le matin pouvaient avoir pour moi. J'aurais pu m'épargner cette peine. À mon arrivée, Burisch posa la pièce de harnais qu'il réparait et concentra toute son attention sur moi. Il me dévisagea un moment en silence et je lui rendis son regard. Quelque chose avait changé et cela me faisait peur. Depuis que Burisch avait fait disparaître Fouineau, j'étais convaincu qu'il possédait le pouvoir de vie et de mort sur moi aussi. Qu'on pouvait se débarrasser d'un bâtard aussi aisément qu'un bébé chien. Cela ne m'avait d'ailleurs pas empêché, le temps passant, de me sentir de plus en plus proche de lui.
La dépendance n'exige pas l'amour. L'impression de pouvoir compter sur Burisch était le seul élément stable de mon existence, et cette impression tremblait à présent sur ses bases. Bon, il parlait enfin, et son ton avait quelque chose de péremptoire. Alors, il a fallu que tu ailles te coller sous son nez, hein. Il fallait que tu fasses ton intéressant. Eh bien, il a décidé de ton sort. Il soupira et son silence changea de qualité. Un bref instant, j'eus presque le sentiment qu'il avait pitié de moi, mais il reprit. Je dois te choisir un cheval pour demain. Il voulait un jeune, pour que je vous forme tous les deux ensemble. Mais j'ai réussi à le convaincre de te faire commencer par une bête plus vieille et plus calme, un élève à la fois, je lui ai dit. Mais j'avais mes raisons pour te mettre avec un animal moins impressionnable. Tu as intérêt de te tenir comme il faut. Si tu fais l'imbécile, je le saurai. Nous nous comprenons bien. Je hochai brièvement la tête. Réponds, Fitz. Il faudra bien que tu te serves de ta langue si tu dois étudier avec des maîtres et des percepteurs. Oui, messire. C'était bien de lui. À ses yeux, le cheval qu'il allait me confier passait avant tout. Maintenant que la question était réglée, il m'annonça le reste comme si c'était sans importance. Dorénavant, tu te lèveras avec le soleil, mon garçon. Le matin, tu étudieras avec moi comment soigner un cheval et t'imposer à lui, et aussi comment faire chasser tes chiens, comme il faut, et t'en faire obéir. Comment un homme commande aux animaux, voilà ce que je vais t'apprendre. Il insista lourdement sur la dernière phrase, puis se tut, pour s'assurer que j'avais bien compris. Mon cœur se serra, mais je hochai la tête, en ajoutant précipitamment « Oui, messire, l'après-midi, tu suivras d'autres cours, les armes et tout le Bataclan. L'art aussi, sans doute, un jour ou l'autre. En hiver, ce sera en intérieur, langue, signes, écriture, lecture, chiffres sûrement. Les histoires aussi, ce que tu feras de tout ça, j'en sais rien. Mais apprends-le bien, que le roi soit satisfait. C'est un homme qu'il vaut mieux ne pas mécontenter, et encore moins contrarier. Le plus avisé serait encore été de ne pas attirer son attention. Mais je ne t'avais pas prévenu, et maintenant, il est trop tard. Il se racla soudain la gorge, puis prit sa respiration. Il y a encore autre chose qui doit changer. Il s'empara d'un bout de cuir sur lequel il travaillait à mon entrée et se pencha dessus. On aurait dit qu'il parlait à ses doigts. Tu auras une chambre à toi, à partir de maintenant, en haut de la forteresse, là où dorment ceux de sang noble. Tu y dormirais déjà si tu avais pris la peine de rentrer plus tôt. Comment ? Je ne comprends pas. Une chambre ? Ah, tiens, tu sais répondre rapidement quand ça te chante. Tu m'as entendu, mon petit. Tu as une chambre à toi, en haut de la forteresse. Il se tut, puis reprit d'un ton enjoué. Je vais enfin retrouver mon intimité. Ah ! On prendra aussi tes mesures demain pour t'habiller et te faire des bottes. Encore que je ne vois pas bien l'intérêt de mettre une botte à un pied qui n'a pas fini de grandir, mais enfin. Je ne veux pas d'une chambre là-haut. Aussi oppressante qu'ait pu devenir la vie avec Burisch, je la trouvais soudain préférable à l'inconnu. Je m'imaginais une vaste chambre de pierre, glacée, avec des ombres tapies dans les coins. Eh ben, tu en auras quand même une, déclara Burisch, impitoyable. Il est grand temps, et plus que temps. Tu es le fils de chevalerie, même si tu n'es pas légitime, et te faire vivre ici, dans les écuries, ce n'est pas convenable. Mais je m'en fiche, m'écriai-je désespéré. Burisch leva les yeux sur moi et me dévisagea, le visage fermé. Eh ben, on a la langue bien pendue ce soir, hein ? Je baissai les yeux. Toi, tu habites ici, observai-je d'un ton maussade. Tu n'es pourtant pas un chien errant. Je ne suis pas non plus le bâtard d'un prince, répondit-il sèchement. À partir de maintenant, tu vas coucher à la forteresse, Fitz. Un point, c'est tout. J'aimerais mieux être un chien errant, m'enhardis-je à rétorquer. Et soudain, toutes mes angoisses me cassèrent la voix
quand j'ajoutai : « Tu ne laisserais pas faire ça à un chien errant. » Tout changeait d'un seul coup. Quand on a donné le petit limier au seigneur Grimsby, tu lui as donné ta vieille chemise pour qu'il sente un objet de chez lui, le temps qu'il s'habitue. Ma foi, dit-il, je ne... Viens ici, Fitz, viens, mon garçon. Et comme un jeune chien, je m'approchai de lui, le seul maître que j'avais, et il me tapota le dos et me passa la main sur la tête, comme il aurait fait à un chien. Allons, n'aie pas peur, tu n'as pas à t'inquiéter, et puis... Et je sentis qu'il cédait. On nous a seulement dit que tu devais avoir une chambre à la forteresse. Personne n'a jamais prétendu que tu devais y dormir toutes les nuits. Certains soirs, si tu trouves ta chambre trop calme, tu peux toujours faire un tour par ici. Hein, Fitz? Ça te va comme ça? Il faut bien, marmonnai-je. Les 15 jours suivants furent un furieux tourbillon de nouveautés. Burisch me réveilla à l'aube le lendemain, me fit prendre un bain, me récura, me coupa les cheveux qui me tombaient dans les yeux et m'attacha le reste dans le dos en une tresse comme celle des doyens de la forteresse. Il m'intima l'ordre d'enfiler mes plus beaux habits, puis fit claquer sa langue en voyant qu'ils étaient devenus trop petits pour moi. Enfin, il haussa les épaules en disant qu'il faudrait bien que ça aille. Ensuite, il m'emmena aux écuries, où il me présenta la jument qui était désormais la mienne. Elle était grise, avec une ombre de pommelage. Elle avait la crinière, la queue, les naseaux et les pâturons noirs, comme si elle s'était promenée dans de la suie. C'était d'ailleurs son nom, Suie. C'était une bête placide, bien découplée et bien soignée. Il aurait été difficile d'imaginer une monture moins intimidante. Comme n'importe quel garçon, j'avais espéré au minimum un hongre jouet, mais non, c'était Suie, ma monture. Je m'efforçai de dissimuler ma déception, mais Burisch dut l'apercevoir. Elle ne vaut pas grand-chose, c'est ça que tu penses? Dis-moi, Fitz, quel superbe destrier est-ce que tu avais hier, pour tordre le nez aujourd'hui devant une bête gentille et en bonne santé, comme Suie? Elle attend un poulain de ce sale caractère d'étalon B, celui du seigneur Tempérance. Alors veille à la traiter avec douceur. C'est Cobb qui l'a dressée jusqu'à maintenant. Il voulait en faire une jument de chasse, mais j'estime qu'elle te conviendra mieux. Il l'a un peu mauvaise, mais je lui ai promis qu'il pourrait recommencer avec le poulain. Burisch avait adapté une vieille selle à mon usage, en jurant que, quoi qu'en dise le roi, il ne m'en ferait pas faire une nouvelle tant que je n'aurais pas fait mes preuves à cheval. La jument avançait souplement et répondit sans hésitation aux rênes et à mes genoux. Cobb avait fait de l'excellent travail. Le caractère et les réactions de Suie m'évoquaient une mare tranquille. Si elle nourrissait des pensées, elle ne portait pas sur ce que nous étions en train de faire, et Burisch me surveillait de trop près pour que je ne me risque à scruter son esprit. Je la menai donc à l'aveuglette, en ne communiquant avec elle que par les genoux, les rênes et les déplacements de mon corps. L'effort physique exigé m'épuisa bien avant la fin de la leçon, et Burisch s'en rendit compte. Mais je n'évitais pas pour autant d'étriller la jument et de lui donner à manger, puis de nettoyer ma selle et tout mon fourbi. Il n'y avait plus un nœud dans la crinière de Suie, et les vieux cuirs luisaient d'huile lorsque j'eus enfin l'autorisation de me rendre aux cuisines et de me restaurer moi-même. Mais alors que je fonçais vers la porte de service, Burisch m'attrapa par l'épaule. « Ça, c'est terminé pour toi, » me dit-il d'un ton ferme. « C'est bon pour les hommes d'armes, les jardiniers et compagnie. Il y a une salle pour les gens de la noblesse et leurs serviteurs personnels. C'est là que tu vas manger. » Et là-dessus, il me propulsa dans une pièce sombre occupée par une longue table avec, à sa tête, une autre table plus haute. Toutes sortes de plats y étaient disposés, et des gens étaient installés autour, à différents stades de leur repas, car lorsque le roi et la reine étaient absents de la haute table, comme c'était le cas aujourd'hui, personne ne se montrait à cheval sur l'étiquette. Burisch me poussa vers une place sur la gauche, un peu au-dessus du milieu de la table, mais pas de beaucoup.
Lui-même s'assit du même côté, mais plus bas. J'étais affamé, et comme nul ne me dévisageait au point de me faire perdre mes moyens, je fis rapidement son affaire à un repas plus que copieux. La nourriture que je chapardais en cuisine était plus chaude et moins desséchée, mais ce genre de considération ne compte guère pour un enfant en pleine croissance, et je dévorais pour compenser l'absence de petit déjeuner. L'estomac plein, je songeais à certaines digues chauffées par le soleil et criblées de terriers de lapin, où les chiots et moi passions souvent de somnolents après-midi. Je voulus me lever de table, mais aussitôt un jeune garçon apparut derrière moi. Maître, je promenais mon regard sur mes voisins pour voir à qui il s'adressait, mais tout le monde était occupé à jouer du tranchoir. Il était plus grand que moi et plus âgé de plusieurs étés, si bien que je levai des yeux ahuris sur lui lorsqu'il me répéta bien en face. Maître, avez-vous fini de manger? Je hochai la tête, trop étonné pour parler. Alors, il faut m'accompagner. C'est Odd qui m'envoie. Vous devez vous entraîner aux armes cet après-midi sur le terrain. Si Buriche en a terminé avec vous, du moins. Buriche surgit soudain à côté de moi et m'abasourdit en se laissant tomber sur un genou. Il tira sur mon juste corps pour le redresser et me lissa les cheveux en disant « J'en ai terminé. Et pour un moment sans doute. Allons, n'aie pas l'air si surpris, Fitz. Tu croyais que le roi n'était pas homme de parole? Essuie-toi la bouche et en route. Odd est un maître plus strict que moi. Pas question d'être en retard sur le terrain d'exercice. Allez, va vite avec Brandt. » J'obéis, le cœur serré. En quittant la salle sur les talons du garçon, j'essayais d'imaginer un maître plus strict que Buriche. Le résultat était effrayant. Une fois dehors, mon guide laissa rapidement tomber ses manières raffinées. « Comment tu t'appelles » me demanda-t-il en s'engageant sur l'allée de gravier qui menait à l'armurerie et au terrain d'exercice en face. Je haussai les épaules et détournai le regard, feignant un intérêt subit pour les arbustes qui bordaient le chemin. Brandt renifla d'un air entendu. « Allez, il faut bien que t'aies un nom. Comment est-ce qu'il t'appelle, ce vieux traîne la patte de Buriche ?» Le dédain manifeste du garçon envers Buriche me stupéfia, tant que je bredouillais sans le vouloir. « Fitz, il m'appelle Fitz. »« Fitz ?» Il émit un petit ricanement. « Ouais, ça m'étonne pas. Il a un franc-parler, le vieux Brancroche. »« C'est un sanglier qui lui a ouvert la jambe, » expliquai-je. À l'entendre, on aurait cru que la claudication de Buriche n'était qu'une façon de faire l'intéressant. J'ignore pourquoi, mais ces moqueries me piquaient au vif. « Je sais, » il fit une moue de dédain. « Jusqu'à l'os. Un grand vieux mâle qui aurait éventré Chèvre si Buriche s'en était pas mêlé. À la place, il a croché Buriche et une demi-douzaine de chiens, à ce qu'on m'a dit. » Nous franchîmes une ouverture dans un mur couvert de lierre, et les terrains d'exercice se déployèrent soudain devant nous. Chef s'était approché, croyant devoir seulement achever la bête, mais le cochon s'est relevé d'un bond et il lui a couru dessus. Pareil qu'il a cassé la lance du prince comme une brindille. Pendu à ses lèvres, je ne le lâchai pas d'une semelle quand il se tourna d'un bloc vers moi. Saisi, je faillis tomber et me rattraper tant bien que mal en reculant. Mon aîné éclata de rire. « On dirait que Buriche a endossé tous les revers de fortune de chevalerie cette année, hein ? C'est ce que disent les hommes, en tout cas, que Buriche a capturé la mort de chevalerie et qu'il l'a transformée en jambe boiteuse sur lui-même, et puis qu'il a pris le bâtard de Chèvre et qu'il en a fait son chouchou. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment ça se fait que tu dois apprendre les armes d'un seul coup. Et il paraît que t'as un cheval aussi. » Il y avait davantage que de la jalousie dans son ton. J'ai compris, depuis lors, que bien des gens considèrent la bonne fortune des autres comme un affront personnel. Je sentis son hostilité monter, comme si j'avais pénétré sur le territoire d'un chien sans me faire annoncer. Seulement, avec un chien, j'aurais pu établir un contact mental et le rassurer sur mes intentions. Dans le cas de Brandt, il n'y avait que de l'hostilité, comme un orage qui se lève. Je me demandais s'il allait me frapper,
et s'il espérait que je me battrais ou que je m'enfuirais. J'avais presque pris la décision de me sauver quand une silhouette imposante, tout de gris vêtue, apparut derrière Brandt et lui saisit la nuque d'une main ferme. J'ai entendu dire que le roi a ordonné qu'on lui enseigne les armes, en effet, et qu'on lui donne un cheval pour apprendre à monter. Ça me suffit, et ça devrait être plus que suffisant pour toi, Brandt. Et j'ai aussi entendu dire que tu devais l'amener ici et ensuite aller te présenter à maître Tullum, qui a des courses à te confier. Ce n'est pas ce que tu avais entendu ? Si, madame. Brandt hocha la tête d'un air sournois, son humeur belliqueuse soudain évanouie. Et puisque tu entends dire toutes ces choses vitales, j'en profite pour te faire remarquer qu'un sage ne révèle pas tout ce qu'il sait, et aussi que celui qui colporte des histoires n'a pas grand-chose d'autre dans la tête. Est-ce clair, Brandt ? Je crois, madame. Tu crois seulement ? Alors je vais être plus direct. Arrête de fourrer ton nez partout et de jacasser et occupe-toi de ton service. Montre-toi diligent, toujours prêt à bien faire, et peut-être qu'une rumeur finira par dire que tu es mon chouchou. Je te préviens, ce n'est pas le travail qui manque pour t'empêcher de blagasser. Oui, madame. À nous, petit. Brandt courait déjà dans l'allée lorsqu'elle se retourna vers moi. Suis-moi. La vieille femme n'attendit pas de voir si j'obéissais. D'un pas ferme qui m'obligea à prendre le trot, elle se mit en route à travers les terrains d'exercice. Le soleil qui durcissait encore la terre battue me tapait sur les épaules, et je fus en nage presque d'emblée. Mais la femme ne paraissait nullement gênée par son pas rapide. Elle était vêtue tout de gris, une longue surtunique gris sombre, des jambières plus claires, et recouvrant le tout, un tablier de cuir gris qui lui descendait presque jusqu'aux genoux. Une jardinière quelconque, supposai-je, tout en m'interrogeant néanmoins sur ses souples bottes grises. On m'envoie prendre des leçons avec Odd, articulai-je, le souffle court. Elle hocha brièvement la tête. Nous pénétrâmes dans l'armurerie ombreuse et mes yeux, soulagés après l'éclat des terrains à l'air libre, purent se rouvrir normalement. Je dois apprendre les armes et leur maniement, dis-je, au cas où elle aurait mal compris la première fois. Elle acquiesça encore une fois et poussa une porte du bâtiment aux allures de grange qui formait l'armurerie extérieure. C'était là, je le savais, qu'on rangeait les armes d'exercice. Celles en bon fer et en bel acier se trouvaient dans la forteresse proprement dite. Dans l'armurerie régnait la pénombre et une légère fraîcheur, ainsi qu'un parfum de bois, de sueur et de roseaux nouvellement répandus au sol. Elle n'hésita pas, et je la suivis devant un casier qui contenait une réserve de bâtons. « Choisis-en un, dit-elle, ses premiers mots depuis qu'elle m'avait ordonné de l'accompagner. « Il ne vaudrait pas mieux attendre Odd » hasardai-je timidement. « C'est moi, Odd, répondit-elle avec impatience. « Prends un bâton, mon garçon. Je veux passer un moment seul avec toi avant que les autres arrivent pour me rendre compte de quel bois tu es fait et de ce que tu sais. » Il ne lui fallut guère de temps pour établir que je ne savais pratiquement rien et que je me décourageais facilement. Quelques coups de parade de sa canne marron et elle fit sauter la mienne de mes mains meurtries. « fit-elle sans hargne, mais sans amabilité non plus. Le raclement de gorge du jardinier devant un plant de pommes de terre victime d'un début de brunissure. Je tendis mon esprit vers elle et y trouvai la même quiétude que chez ma jument. J'y aurais en vain cherché la circonspection que Burrich manifestait envers moi. Ce fut, je crois, la première fois où je m'aperçus que certaines personnes, à l'instar de certains animaux, étaient totalement inconscients de mon contact. J'aurais pu m'enfoncer davantage dans son esprit, mais j'étais si soulagé de n'y découvrir nulle hostilité que je redoutais de la susciter par mon intrusion. Je préférais donc m'abstenir et supporter sans bouger son examen. « Comment t'appelles-tu, petit ?» demanda-t-elle brusquement. « Encore ?»« Fitz, répondis-je à mi-voix. Elle fronça les sourcils. Je redressai les épaules et d'une voix forte. « Fitz,
C'est comme ça que Buriche m'appelle. Elle tressaillit légèrement. Ça ne m'étonne pas. Il appelle une chienne, et un bâtard. Bon, je crois comprendre ses raisons. Tu te nommes donc Fitz, et c'est comme ça que je t'appellerai aussi. Bien maintenant, je vais t'expliquer pourquoi le bâton que tu avais pris était trop long pour toi et trop épais. Ensuite, tu en choisiras un autre. Ainsi fut fait, et elle me mena lentement par des phrases d'un exercice qui me parut alors infiniment complexe, mais qui, à la fin de la semaine, ne me semblait pas plus difficile que de tresser la crinière de ma jument. Nous finissions lorsque le reste des élèves arriva. Ils étaient 4, tous plus ou moins du même âge que moi, mais plus avancés, ce qui régla un problème, car le nombre d'élèves était désormais impair et aucun n'avait particulièrement envie du nouveau comme partenaire. Par miracle, je survécus à cette première journée, bien que le comment de la chose se fonde aujourd'hui dans un oubli miséricordieux. Je me rappelle mes muscles douloureux lorsque Odd nous congédia enfin, puis mes compagnons remontant l'allée au pas de course en direction de la forteresse, tandis que je me traînais d'un air lugubre loin derrière eux, en me fustigeant intérieurement d'avoir attiré l'œil du roi. La montée jusqu'à la forteresse était longue et la salle à manger bruyante et bondée. J'étais trop exténué pour avoir beaucoup d'appétit. Une assiette de ragoût et un peu de pain constituèrent, me semble-t-il, tout mon repas, et je me dirigeai vers la porte en claudiquant, n'aspirant qu'à la chaleur et au calme des écuries, lorsque Brandt m'accosta de nouveau. « Ta chambre est prête, se contenta-t-il de dire. J'adressai un regard désespéré à Buriche, mais il était en pleine conversation avec son voisin de table et ne perçut pas ma supplication muette. Aussi me retrouvai-je de nouveau à suivre Brandt, cette fois à l'assaut d'une vaste volée de marches en pierre qui menait dans une partie de la forteresse que je n'avais jamais explorée. Nous fîmes halte à un palier où Brandt prit un candelabre posé sur une table et l'alluma. « C'est la famille royale qui habite dans cette aile, m'informa-t-il désinvolte. Le roi a une chambre à coucher grande comme l'écurie au bout de ce couloir. » Je hochai la tête, croyant aveuglément à tout ce qu'il me racontait, mais je devais apprendre par la suite qu'un coursier comme Brandt ne pénétrait jamais dans l'aile royale. C'était réservé à des laquais plus importants. Il me fit encore monter un escalier, puis nous nous arrêtâmes de nouveau. « Ici, c'est les chambres des visiteurs, » dit-il en agitant son candelabre, si bien que la flamme des bougies se coucha comme une bannière au vent. « Des visiteurs de marque, je veux dire. » Et nous suivîmes à nouveau l'escalier, dont la largeur allait diminuant, visiblement. En levant les yeux, j'aperçus avec effroi un autre escalier encore plus étroit et encore plus raide, mais Brandt ne m'y conduisit pas. Nous nous enfonçâmes dans la nouvelle aile. Passé 3 portes, il fit coulisser le loquet d'une porte en planche qu'il poussa de l'épaule. Elle s'ouvrit pesamment, et non sans heurts. « Ça fait un moment que la chambre est plus occupée, » observa-t-il d'un air enjoué. « Mais elle est à toi maintenant. Bienvenue chez toi. » Et là-dessus, il posa le candélabre sur un coffre, en extirpa une bougie et s'en fut. Il referma la lourde porte derrière lui, et je me retrouvai seul, dans la semi-obscurité d'une vaste chambre inconnue. J'ignore comment je parvins à me retenir de lui courir après, ou seulement d'ouvrir la porte. Me saisissant du candélabre, j'allumai les flambeaux muraux. 2 nouveaux jeux de bougies refoulèrent les ombres menaçantes dans les angles. Il y avait une cheminée où crachotait un feu ridicule. Je l'attisai un peu, plus pour en obtenir de la lumière que de la chaleur. Puis j'entrepris d'explorer mes quartiers. La pièce était un simple cube, avec une seule fenêtre. Les murs de pierre, de la même pierre que j'avais sous les pieds, n'étaient adoucis que par une tapisserie pendue sur l'un d'eux. Je levai ma bougie pour l'examiner, mais je ne pus en éclairer qu'une petite surface à la fois. Je distinguai une créature luisante et ailée, et devant elle, un personnage aristocratique, dans une attitude suppliante. On m'informa plus tard qu'il s'agissait du roi Sagesse, auquel les anciens apportaient leur aide. Sur le moment, la scène me parut plutôt inquiétante, et je m'en détournai.
Un effort superficiel avait été fait pour donner un air propre à la pièce. Des herbes et des roseaux frais avaient été répandus par terre, et, à son aspect gonflé, le lit de plumes avait été récemment secoué. Les 2 couvertures étaient de bonne laine. Les rideaux de lit étaient ouverts, et l'on avait épousseté le coffre et le banc, seul autre meuble de la chambre. À mes yeux naïfs, c'était un décor splendide. Un vrai lit, avec ciel et tenture, un banc muni d'un coussin et un coffre où ranger mes affaires. C'était davantage de meubles que je n'en ai jamais eu. Le fait qu'ils soient à mon usage exclusif les grandissait encore. Il y avait aussi l'âtre, auquel j'ajoutais hardiment une bûche, et la fenêtre, avec un fauteuil en chêne devant, les volets fermés pour empêcher l'air nocturne d'entrer, mais qui donnait sans doute sur la mer. Le coffre était tout simple, avec des coins de bronze. Foncé à l'extérieur, il était fait à l'intérieur d'un bois clair qui dégageait un agréable parfum, comme je le découvris en l'ouvrant. J'y trouvais ma garde-robe limitée, qu'on avait montée des écuries. 2 chemises de nuit y avaient été ajoutées, ainsi qu'une couverture de laine roulée dans un angle. C'était tout. Je pris une des chemises et refermai le coffre. J'étalai le vêtement sur le lit et y grimpai moi-même. Il était un peu tôt pour songer à dormir, mais j'avais mal partout et je ne voyais pas quoi faire d'autre. Dans sa chambre, au-dessus des écuries, Burrich devait être occupé à quelques tâches, à boire ou à réparer un harnais. Un feu crépitait dans l'âtre et le bruit étouffé des chevaux qui se bougeaient montait des écuries en dessous. La pièce était imprégnée de l'odeur de cuir, de l'huile. Elle ne sentait pas la pierre humide ni la poussière. J'enfilai la chemise de nuit, repoussai mes habits au pied de mon lit et me pelotonnai au creux de mon matelas de plumes. Il était froid et ma peau se hérissa. Mais peu à peu, la chaleur de mon corps le réchauffa et je commençai à me détendre. J'avais eu une journée bien remplie et exténuante. Chacun de mes muscles me paraissait à la fois douloureux et fatigué. J'aurais dû me relever pour éteindre les bougies, mais je n'en trouvais pas l'énergie. Je n'aurais d'ailleurs pas eu le courage de plonger la pièce dans les ténèbres. Aussi somnolais-je, les yeux mi-clos sur les flammes vacillantes du petit feu. Bien inutilement, j'aspirais à autre chose, à une situation où mon choix ne se limiterait pas à cette chambre lugubre ou à l'atmosphère tendue de celle de Burrich, à une tranquillité que j'avais peut-être connue ailleurs, mais que je n'arrivais plus à me rappeler. Et c'est dans cet état d'esprit que je sombrais dans le sommeil.